Bonjour et bienvenue dans le point lecture de novembre. Oui, il s'est fait attendre. C'est un peu compliqué. Je comptais, je vous le dis tout de suite, honnêtement, faire une vidéo. Comme je le fais toutes les fins de mois en vous présentant les bouquins. Mais là, honnêtement, non. Je suis vraiment pas en état. Je suppose que vous entendez déjà à ma voix que j'ai du mal à m'exprimer et à... En fait, j'ai du mal à parler et à respirer en même temps, ce qui est quand même un peu problématique. En plus, j'ai une voix qui part de temps en temps. Pour ne rien vous cacher, ça m'a véritablement... euh, pas endormi, mais ça m'a véritablement exténué ce truc que j'ai eu vraiment pendant 10 jours. J'ai fait tout mon maximum pour finir mes bouquins, donc je les ai finis. Mais honnêtement, je me sens pas de tourner une vidéo pendant, je pense, trois quarts d'heure, une heure, parce que j'ai pas la concentration pour ça. Alors pour le podcast, ça va parce que je suis devant mes bouquins et donc je sais ce que je vais faire. Mais être devant... J'ai essayé d'être devant la caméra, avoir le bouquin à la main, me concentrer pour vous parler. Dès qu'il y a un bruit, j'ai mon attention qui se distrait très vite parce que vraiment, je suis vraiment fatiguée. Alors, je n'ai pas eu que cette punaise de crève pourritos là, mais j'ai eu un problème d'ampoule à un gros orteil du pied. Inutile de vous dire que j'ai galéré 15 jours avant de récupérer la possibilité de marcher sans avoir mal, malgré les pansements, les poupées, les gaz, les machins par-dessus. Ça a été très compliqué. Donc, écoutez, je sais, je vous l'avais dit, que quand malheureusement, ou je n'avais pas le temps, ou je n'étais pas en forme, je ne ferai pas de vidéo. Bah voilà, il n'y a pas de vidéo pour le mois de novembre. Donc, vraiment, je suis... voilà, désolée, mais c'est comme ça. Alors, il y aura sûrement une autre vidéo. Parce que là, vous allez avoir la pile à lire. Enfin, vous avez eu la pile à lire, puisque vu que quand je sors le point de lecture, on est le 8 décembre, donc voilà, je suis en train de la tourner aujourd'hui, je vous la sors dans la foulée. Enfin, de la tourner. Vous voyez, pour vous dire, mon cerveau est pas très, très, il est pas top en ce moment. Je suis en train de l'enregistrer, donc je l'enregistrerai tôt le matin. Je vais vous la caler dans la matinée. Vous aurez le traité de Versailles juste après, et donc je pense que d'ici la mi-décembre, je serai en forme. Donc je vais vous tourner une vidéo où il y aura mes projets de Noël, enfin mes projets pour Noël et mes projets de 2025. Évidemment, vous aurez le bilan littéraire de 2024 et le top 10 ou 12 ou 13 ou je ne sais pas, mais 10 en tous les cas des livres de l'année. Il y aura un bilan du programme culturel évidemment, mais celui-là sera en audio parce que sinon c'est trop compliqué. Et il y aura bien sûr le point lecture de décembre. Et je pense qu'il y aura sûrement la pile à lire de janvier qui sera en vidéo. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, vous me verrez en vidéo. Et je pense que mi-décembre aussi, d'ici quelques jours, je pense. Peut-être le 12 décembre, voilà. Je dis pas de date, mais soit le 11, soit le 12 décembre, il y aura un live. Donc d'ici 2, 3, 4 jours, vous aurez un live à 20h. Voilà, je vous prépare quelques petites choses. Déjà, je vous parlerai sûrement de ce que je vais faire l'année prochaine en lecture perso. Les deux choses que j'ai décidé, enfin les trois choses que j'ai décidé de faire, alors après qui même me suivent, on est bien d'accord. Et surtout aussi, je vous montrerai ma couverture, la nouvelle couverture de mon roman. Pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, ils ont vu une miniature. Ceux qui sont sur Patreon, ils ont un article qui est dédié qu'à la couverture en grand format, donc ils la verront. Voilà, mais ça sera l'occasion de vous la présenter officiellement. Donc on commence ce point de lecture. Je vous dis, l'introduction est très très longue, mais mon cerveau ne marche pas vraiment bien comme il faut. Alors, donc c'était le Black November. J'ai suivi 3 semaines sur 5. Enfin, j'ai lu que des thrillers et des policiers, mais je n'ai pris que les thématiques de 3 semaines. Parce que, en gros, il n'y avait que 3 semaines sur lesquelles je pouvais rentrer des bouquins. Mais j'ai lu que des poches, donc j'ai fait toute la consigne du mois de novembre. Alors, le premier que j'ai lu, c'est L'Empereur Blanc d'Armel Carbonel. Je vous dis, je vais pédaler dans la choucroute tout le long
de l'enregistrement, ça va être très compliqué. Alors, depuis le temps qu'on me parlait de ce roman, vraiment, et que je lis des retours dithyrambiques, je pense que j'en entendais vraiment beaucoup trop. Quand je l'ai présenté, tout le monde m'a dit « Oh là là, c'est génial, tu vas voir, c'est topissime, c'est génial ». Bon, bah écoutez, voilà. Alors nous sommes avec 5 romanciers de polar qui sont amis dans la vie, bon, qui se tirent un peu la bourre lors de leur sortie, mais bon, voilà. Qui se retrouvent dans la demeure qui a été récemment achetée par un d'entre eux dans le Nebraska. C'est une maison qui a une très néfaste réputation, puisque c'est produit en 1965 un meurtre raciste perpétré par le KKK, enfin le Ku Klux Klan local, hein, enfin, bref, les bas du plafond. Lorsque le premier d'entre eux arrive dans cette maison, ben, les autres sont pas là, ou absent ou pas encore arrivé, donc il en profite pour fureter. Voilà. Parallèlement, on suit un officier de police, John, qui mène l'enquête sur l'assassinat d'une famille complète dans le bled du coin. Et donc, pour être honnête, les premières pages m'ont accroché, je dirais sur une 50aine, pour me décrocher aussi rapidement, et ce, pendant tout le premier quart du livre. Voilà, alors je pensais, après le résumé, malheureusement, trop détaillé comme d'habitude, et les retours, que les fureurs froides allaient me saisir, parce que c'est ce qu'on m'avait dit. Tous les gens qui en avaient parlé avaient dit « Oh là là, mais moi ça m'a collé les miquettes, machin ». Ben non, voilà. Alors surtout qu'en plus, je l'ai lu quand j'étais dans ma maison en Dordogne, donc au milieu d'un petit village, au milieu des champs, machin, je me suis dit « Tu vas avoir la trouille, tu es crétine quand même ». Non. Aucun frisson, mais vraiment pas du tout et à aucun moment. Alors le style m'a semblé en plus un peu brouillon au début, ça sautait du coq à l'âne, je me suis dit ah qu'est-ce que c'est ce truc. Les personnages ne me semblaient pas si développés que ça. Il y avait beaucoup de clichés sur les écrivains ou pas écrivains, voilà. Et après je me suis dit ah, elle doit le faire exprès. Voilà, elle doit faire exprès pour nous perdre et nous saisir au collet, nous plaquer au sol comme une merde. Alors l'empereur blanc, en plus, quand il est évoqué, ben moi, ça me semblait être une figure assez intéressante, mais voilà, je l'ai pas senti avec une volonté de nuire ou de vengeance, etc. Je me suis dit, il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, celui-là. Le seul truc qui m'a vraiment plu, c'est le duo d'enquêteurs, là, locaux, qui sont embarqués là-dedans. Le John, vieux de la vieille, avec son petit acolyte, là, le petit jeune, qui plonge vraiment dans l'horreur de ce massacre de cette famille, qui, bien sûr, semble très facilement une ramification avec la maison de villégiature des écrivains. Et vraiment, quand il y a eu ça, le récit pour moi a recommencé à m'intéresser, donc je me dis ah super, et paf, retour aux invraisemblances, parce que alors là, la femme, excusez-moi, mais la femme du vieux flic là, qui mène l'enquête, qui est fan girl des écrivains, etc., ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est Et puis quand il y avait des actions qui semblaient apporter quelque chose à l'intrigue, en fait, en gros, oui, c'était là, mais c'était pas vraiment bien fait. Alors évidemment, vous connaissez mon cerveau, même il n'était pas loin à l'époque. Il a commencé à sortir tous les scénarios possibles sur l'histoire, et je me suis dit, voilà, l'auteur, elle va commencer à esquisser le qui, pourquoi, comment les écrivains sont liés à l'histoire maudite, à l'assassinat de la famille, etc. Et quand ça commence à arriver, j'ai pas du tout été surprise. Voilà. Et le seul truc, c'est que, et ce qui a sauvé le fait que je dise que c'est pas vraiment une mauvaise lecture, voilà, c'est que il y a eu ces très très bons passages sur le passé qui entrecoupent le récit sur l'écrivain noir marié à cette jeune femme blanche dans l'Amérique profonde ségrégationniste, cet enfant martyrisé, véritable souffle de douleur d'abruti, de taré, de fou furieux, parce qu'il n'y a pas d'autre mot à mettre sur ce qu'ils lui font subir. Et quelques autres petites choses, voilà, qui m'ont vraiment fait, alors pas frissonner, faut pas non plus délirer, mais qui m'ont plu, voilà, vraiment beaucoup plu. Un autre aspect positif, c'est vraiment que c'est l'étalage de ce racisme qui est toujours présent de nos jours aux États-Unis, avec une partie de la population du Sud qui est toujours un peu collée à la guerre de sécession, hein, voilà, et surtout à la bêtise. Hein. Alors la bêtise humaine, alors là, topissime. Voilà, quelle que soit la couleur que tu as, il y a toujours des cons en face. Alors paradoxalement, et par conséquent, mais paradoxalement, j'ai passé un bon moment de lecture. Voilà. Mais j'en suis sortie déçue
parce que la fin hein, était évidente. Voilà, j'ai pas ressenti ni le frisson ni la tension. Et que j'ai pensé, après à l'avoir lu, que pour moi, l'histoire était assez abominable comme ça pour aplatir le lecteur à la fin. Voilà, et moi, elle m'a pas aplati. Donc, c'est ce que je cherchais, hein, en gros. Donc, mais je tenterai un autre roman de cette romancière, parce que j'ai bien aimé sa plume, qui est assez facile, qui est assez fluide, et donc je veux vraiment me faire une opinion définitive sur elle et sur son univers, sachant qu'en plus, à chaque fois que voilà, on en parle, que vous en parlez vous, vous me dites tous, waouh, elle est géniale, ses livres sont top et tout. Donc voilà, alors l'Empereur Blanc, pour moi, c'est un bon livre, mais j'en sors avec un avis assez mitigé. Voilà, il y a du vraiment très bon et il y a du ouais, bon, ben voilà, c'est fait. Ensuite, j'ai lu, alors je le fais dans le centre de lecture, non. Ah ouais, non, mais mon cerveau est embrouillé, donc voilà. Alors, je vais faire ceux qui rentraient dans le challenge d'abord. Donc là, après, pour une autre, la dernière semaine, j'ai lu La part du démon de Mathieu Le Cerf. Pareil, hein, c'est un roman dont on me parle depuis sa sortie, qui fait partie d'une trilogie, dont on n'arrête pas de me dire que c'est l'un des meilleurs livres qu'ils aient tous jamais lus. Enfin, en tous les cas, qu'il est excellent. Alors, la structure est assez différente parce qu'il y a 3 parties. Moi, j'ai ressenti une rupture dans les 3 parties, surtout dans la dernière. Il y a vraiment la première, les 2 premières et la troisième qui est vraiment à part. Bien sûr, c'est le dénouement, mais voilà. Avec 3 personnages différents, de la vision de 3 personnages différents, même si, voilà, la troisième, c'est plutôt un résumé plutôt qu'une vue de la personne. Et à un moment donné, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans 2 histoires dissemblables. Pour finir sur la troisième partie avec un résumé des 2 premières. Voilà. Et moi, ça m'a intriguée, autant que ça m'a questionné, et c'est le but, hein, on est bien d'accord, du romancier, je suppose, j'en suis sûre, et c'est bien le but qu'on recherche quand on lit ce genre de livre. Alors, j'ai un peu eu du mal en raison, alors je le dis tout de suite, hein, la dernière semaine, ça a été l'apologie de la mort chez moi, de mon cerveau, et de toute la sphère ORL. Voilà, donc je pense que c'est peut-être aussi dû à ça, mais j'ai eu un peu de mal au début à me plonger dans l'histoire, principalement parce que la policière Esperanza Doloria, franchement, me gonflait. Voilà, je l'ai trouvée pas intéressante au début, vraiment. Et en plus, c'est sa perspective, hein, puisque c'est elle qui commence le roman. Je me suis dit, oh là là, les clichés, et vas-y, voilà. Alors, c'est toujours la jolie corps, le joli brune, la jolie yeux, les jolis seins, enfin bon, les clichés. Donc je me suis dit, allez, vas-y. J'ai trouvé que c'était décousu, au début, hein, j'ai trouvé que c'était décousu, c'est pas très crédible. Et puis il y avait encore ce côté, voilà. Mais le duo, du côté, bon, immuable du duo, le flic désabusé, la jeune recrue qui bouscule tout, bon bah voilà, c'est cliché, mais c'est des choses qu'on attend et qu'on aime bien en fait, hein, il faut pas se leurrer, voilà. Et puis j'ai doucement accroché, alors pas à l'héroïne mais au roman, et même quand il change de point de vue, donc dans la deuxième partie, il fait toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il nous dit en gros, hein, on aime ou on n'aime pas au début le personnage, puis on le comprend, puis on l'aime ou on l'aime pas selon ce qu'on a fait au début. Voilà, mais j'ai raccroché les wagons à ce moment-là, et j'ai bien aimé l'intrigue. Alors sans être passionnante, on est bien d'accord, mais elle est vachement bien agencée. Je vous dis, le seul écueil du roman, pour moi, qui m'a pas vraiment convaincu, c'est ce côté de sauter d'un point de vue à un autre. Même si c'est très bien fait, attention, mais j'ai l'impression que, enfin pour moi, il m'a laissé sur ma faim parce que j'avais l'impression qu'il voulait trop m'en mettre dans la vue, en me disant t'inquiète, prochaine partie tu vas avoir une autre perspective et tu vas t'en prendre plein la tronche. Voilà, moi j'ai trouvé que, voilà, il me laissait sur ma faim quelquefois, que de temps en temps il avait pris des facilités. Qu'il y avait des clichés, notamment les scènes de cul, alors que, enfin, honnêtement, c'est pas vraiment une scène de cul, hein, c'est quand même soft, hein, on est bien d'accord, c'est 3 lignes, 4 lignes, on comprend bien le truc, mais voilà,
Enfin, pour moi, il y a tellement de clichés dans les relations amoureuses de cette fille, machin, etc. Même pareil, dans son flic désabusé, là, l'autre flic, le plus grand, enfin le plus vieux, Manny, c'est pareil. Il y a des raccourcis sur certains, il y a des facilités sur sa vie, on sait ce qui va nous sortir, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine d'appeler un truc, on comprend ce qu'il a dès le début, donc pourquoi pas mettre un mot sur ça en disant qu'on va prendre en pitié, le lecteur va le prendre en pitié, et donc forcément on va avoir un sentiment d'empathie avec lui, alors que de mettre à distance comme ça, moi j'ai pas eu aucune empathie avec les personnages principaux. Voilà. Même avec les gens qui meurent, rien, voilà. Et j'avais l'impression qu'il y avait des redites aussi. Euh, alors la structure, je vous dis, elle m'a pas gênée en trois parties, au contraire, je trouvais ça assez... Voilà, mais ça m'a un peu semblé bizarre, j'avais l'impression qu'ils m'ont redisé, bon, t'as bien compris que le pourquoi du comment, t'as compris, hein, bon, alors je te le redis une fois, voilà, donc... alors peut-être que c'est mon cerveau enrhumé, hein, on est bien d'accord, qui a pas apprécié qu'on le traite comme un cerf-volant, parce que déjà qu'il était lent, ça a dû l'énerver, mais alors, comme le premier, paradoxalement, j'ai bien aimé le roman, même avec un avis mitigé. Alors, je suis pas sûre de lire la suite, parce qu'évidemment, il y a le twist final qui n'est pas un twist, hein, on a bien compris, mais qui vous amène à savoir que vous allez avoir un deuxième roman derrière. C'est le but, je pense. Alors, peut-être que je relirai ce livre-là, ou peut-être que je prendrai en poche le deuxième pour voir quand mon cerveau sera moins lent, parce que c'est pas une mauvaise lecture, parce que j'ai bien aimé, honnêtement je l'ai lu, c'est un page turner, hein, voilà, vous tournez, contrairement à l'Empereur Blanc qui n'était pas un page turner. Celui-là, si, vous tournez pour savoir ce qui va se passer. Mais il n'est pas au niveau de ce que tout le monde m'avait annoncé, ce que les retours depuis quelques temps que j'en avais, depuis qu'il est sorti. Alors, il faut dire aussi, je dois avouer que je deviens de plus en plus difficile pour les thrillers, les polars et les romans noirs. Peut-être parce que j'en ai lu depuis très longtemps et que j'en ai lu beaucoup, et que j'ai toujours l'impression que c'est toujours la même chose. Et dans les romans à la mode, hype, on va dire, de cette catégorie, j'ai toujours l'impression que les gens lisent à peu près les mêmes choses. Voilà, donc c'est un bon roman, page turner, je vous le dis, très agréable à lire, mais pas au niveau non plus que je m'attendais. Moi, je m'attendais à être vraiment scotché véritablement sur le pavé, comme pour l'Empereur Blanc. Voilà, donc pas du tout. Autre livre que j'ai lu qui rentrait pas du tout dans le Black November, je savais pas comment le caser celui-là. Aliéné, alors celui-là je voulais le lire depuis un moment. Aliéné de Fabrice Papillon. Alors honnêtement, quand j'avais lu le résumé, ça m'avait hyper alléché et je me suis dit oh l'auteur a dû se marrer à écrire ce bouquin. Non mais la fille. Voilà. Alors honnêtement, il faut l'avouer, hein, c'est improbable, mais ça fonctionne hyper bien. Voilà, enfin hyper bien, tout est relatif, mais ça fonctionne assez bien. L'intrigue oscille entre science-fiction, techno, science-fiction, thriller et ésotérisme. Ça part un peu dans un grand n'importe quoi, on est bien d'accord à un moment donné. On se demande où on va être, où ça va nous mener, mais ça nous mène, et on y va, avec plaisir. On part on voyage dans la Californie, le Kazakhstan, le Mexique, Lyon, et on a des relations spatio-temporelles avec des ramifications qui partent absolument dans tous les sens. Pendant la première moitié du roman, j'ai été véritablement happée. J'ai vraiment bien aimé ce roman un peu mainstream, hein, on est bien d'accord, mais vraiment comme en fait on regarde une série qui est calibrée pour accrocher le téléspectateur. Voilà, c'est un roman qui est calibré pour vous accrocher. Dès le début, vous vous dites ah ouais, alors en plus le romancier a vraiment un talent pour simplifier les moments les plus complexes et les références scientifiques, voilà, un peu comme un prof qui se mettrait au niveau de ses élèves pour leur expliquer. Il vulgarise bien, c'est appréciable parce que pour avoir lu d'autres romans, et notamment un jour deux Dos Santos
honnêtement, à un moment donné, vous avez l'impression qu'il y a Einstein et Stephen Hawking qui est en face de vous, qui vous explique sans vulgariser. Donc vous êtes là, attends, qu'est-ce que tu dis? Voilà. Donc honnêtement, là, non, c'est hyper bien foutu, c'est bien expliqué. À la moitié, je me suis dit, ah merde, quand même, les personnages sont un peu trop caricaturaux. J'avais plongé, hein, du coup, mais au bout d'un moment, je me suis dit, ah, quand même, et tout. Alors, des fois, je me suis moquée, hein, je dois avouer, hein, parce que vous avez l'archétype parfait, hein, la fliquette, qui jure comme un charretier, qui est forte comme un taureau. Vous avez le beau gosse multidiplômé, là, un peu trop lisse pour être honnête. Voilà, qui forcément, ça va arriver à une espèce de mini pseudo-romance, machin truc, mais vous le sentez arriver à 20 mètres, mais voilà, et quelques invraisemblances qui sortent de nulle part, mais dès le début, vous savez que ça va vous mener dans le bordel, donc voilà. En plus, il a saupoudré le tout de certains personnages réels, actuels. Donc vous avez Biden, Musk, le pape, et j'en passe, et des meilleurs qui s'incrustent de temps en temps. Et même si c'est décousu, c'est un peu n'importe quoi, il faut savoir que quand vous lisez le titre, vous comprenez, c'est à double lecture aussi, aliéné. Voilà, et si vous voyez le titre, la couverture, vous comprenez. Enfin, je veux dire, un peu dans le sens, dans l'espace et ou sur Terre, personne ne va t'entendre hurler ou devenir fou, au choix du roi. Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'est un roman plaisant. Il a rien de révolutionnaire, hein, je vous assure. Vraiment, il a rien de révolutionnaire. Il n'est pas, c'est pas un truc où vous dites waouh, j'ai jamais lu ça. Non, 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 il n'y a rien de révolutionnaire. Mais ça fait passer un très bon moment, malgré tous les défauts. Et perso, au lieu de râler cette fois-ci, j'ai ri. Il y a des moments où je me dis oh putain, c'est pas vrai, il n'a pas fait ça. Voilà. Je pense que l'auteur s'est beaucoup amusé. Voilà. Et partant de ce principe-là, quand j'ai commencé le bouquin. Je me suis dit, c'est tellement marré que je pense qu'il faut le prendre comme ça. Voilà, donc je ne l'ai pas pris au pied de la lettre. J'ai passé un très bon moment et je vous dis, Aliéné de Fabrice Papillon, ça faisait un moment que je voulais lire. Bah écoutez, voilà. Autre livre que j'ai lu, et alors je vais vous expliquer un truc là, à ce moment-là de la lecture, je me réservais le livre de Macalin. Donc j'ai lu Brouillard sur Mannheim, donc de Walter Popp et de Bernard Schlink. Oui, le Schlink de la petite fille, le liseur, etc. etc. Et pitié, arrêtez Alors, pitié, arrêtez de balancer le liseur à chaque fois qu'on parle de Bernard Schlink, quoi. Parce que ça me gave, ça. Je dis, ah, mais j'ai lu le liseur, c'est son meilleur livre. Mais tu en as lu un autre? Non. Bon, alors, tais-toi, tu peux pas savoir. Voilà. Non, mais ça m'énerve, ça. Voilà. Les gens qui réduisent un auteur à un bouquin. Bah non, si vous allez lire qu'un, je comprends, mais arrêtez de dire que Bernard Schlink égale le liseur. C'est pas son œuvre, quoi. Alors, il faut quand même le dire, d'entrée de jeu, et je vous le dis tout de suite, c'est un roman qui date. C'est un des premiers livres qu'il a écrit, enfin des premiers livres écrits. C'est bien avant le succès qu'il a eu, notamment pour le liseur. Et ceci va peut-être expliquer les critiques, pas sur le fond du roman, mais sur la forme. On est en présence de Gerhard Sleb, qui est un détective privé, qui a 68 ans à peu près, qui a des rhumatismes, qui a un passé assez douteux quand même, puisqu'on apprend qu'il a été diplômé en droit à la fin des années 30, qu'il a été blessé lors de la Seconde Guerre mondiale au début, hein, tout au début, qu'il s'est retrouvé procureur jusqu'à la capitulation de 1945. De son passé, on n'en sait pas trop plus, mais on a bien compris qu'il n'était pas, il se sentait absolument pas coupable de son travail comme procureur pour les nazis, et qu'il n'était pas non plus leur plus gros détracteur. Voilà, en gros ça. Au début, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à cerner ce Sleb, et grandement, et alors là, c'est là où ça pêche, c'est probablement un souci d'écriture. Et alors, je vous le dis tout de suite, je pense que c'est pas un souci d'écriture de Schlink et de Popp, c'est un problème de traduction. J'ai trouvé le style d'une lourdeur, mais vraiment, les mots étaient mal choisis, il y avait des tournures de phrases qui étaient bancales et banales. Alors, le livre en lui-même, au début, le ton est très détaché, assez cynique. Il n'y a pas de relief sur le personnage. C'est un peu frustrant quand même. Mais le cœur, évidemment, le sujet de prédilection du polar, c'est un des sujets de prédilection de Schlink quand même.
c'est le travail de mémoire sur le passé allemand et sur son impact actuel et toujours, notamment post-Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment son credo, Aisling. L'enquête elle-même est classique, il n'y a rien de... Voilà, mais elle est bien menée, c'est bien introduit. Il y a quelques révélations dans le résumé, alors lisez pas trop le résumé, mais ça suit agréablement, même si j'ai levé 2 ou 3 fois les yeux au ciel, principalement à cause de invraisemblance sur le personnage lui-même. Par exemple, à un moment donné, il se plaint de ses rhumatismes, 2 minutes après, il cogne sur un mec. Quand vous avez des rhumatismes, vous pouvez cogner sur quelqu'un, mais vous avez peut-être moins de force. Enfin bon, bref. Mais moi, je suis passée outre parce que l'enquête était pas mal. Alors, le roman est sans grande envergure, hein. Il y a des bons moments, le flic est atypique et attachant, même s'il est très irritant quand même, mais il est attachant. Mais la traduction, c'est... voilà, il y a des phrases... Je vous dis, il y a des phrases qui sonnent mal en français, on a l'impression que la personne a traduit mot à mot, des expressions mot à mot. C'est-à-dire que même des expressions... Alors, on est d'accord, hein, en allemand, en anglais, etc., en italien, en espagnol, en turc, en danois, ce que vous voulez. Les expressions sont pas les mêmes que nous. Mais nous, on a des expressions qui sont similaires, enfin, je veux dire, qui disent la même chose. Et quand vous traduisez, je suppose que quand on traduit un livre, on essaye de se mettre dans la langue du pays. Voilà. Donc, si vous mettez œil pour œil, dent pour dent, peut-être qu'à l'étranger, dans une autre langue, ça ne se dit pas forcément comme ça. Mais nous, on a un proverbe pour dire ça. Donc, si ça veut dire la même chose, bah, vous appliquez la traduction, enfin, je suppose, vous appliquez la traduction qu'il faudra comprendre au lecteur français ce que ça veut dire. Là, il y a des traductions où il y a des expressions, il y a des tournures de phrases qui ne veulent rien dire en français. Voilà. Et qui malheureusement donnent tout simplement ce goût un peu indigeste, malgré que l'enquête est bien, que le personnage autant irritant qu'attachant et que vous avez envie des fois de le baffer ou de parler avec lui sur un banc, ça a été long. Pour moi, ça a été long de le lire. Voilà. Je l'ai lu mais je me suis dit, mais c'est pas vrai. Et je pestais sur les phrases, quoi, de temps en temps. Donc vraiment, le problème, je pense que c'est la traduction. Alors, je pense que peut-être que maintenant que Aisling est très connu, ça serait pas mal de revoir la traduction. Voilà, des fois, je râle sur les gens qui veulent retraduire des choses qui ont déjà été traduites et qui simplifient les mots pour que tout le monde comprenne. Hein, parce qu'il y a des traductions maintenant où c'est limite, on vous fait pas un sujet verbe complément pour que tout le monde puisse le lire, alors qu'avant, il y avait des sublimes tournures de phrases. Là, il faut nécessiter pitié, remettez-moi, balayez-moi le truc et refaites-moi une traduction, parce que je pense que le roman est vachement mieux. En plus, il y a eu plusieurs suites qui ont bien marché, donc ça veut dire que c'est vraiment en Allemagne, donc ça veut dire que c'est vraiment un problème traduction française. On est bien d'accord. Voilà. Autre roman, et alors là, inutile de vous dire que ce roman-là, je vais vous en parler parce que c'est vraiment le coup de cœur du mois, qui va atterrir dans les coups de cœur de l'année, on est bien d'accord sur la question. C'est Conspiration de Luke Macallan. Voilà. Ce roman-là, c'est un préambule à sa trilogie, pour l'instant, parce que je pense qu'il est bien parti pour faire d'autres choses, avec le personnage de Gregor Reinhardt. Que l'on a découvert dans les 3 premiers, surtout dans le premier, à une quarantaine d'années à Sarajevo en 1943. Il est veuf, son fils est sur le front de l'Est, complètement endoctriné par les nazis. Lui, il s'est tenu plus ou moins éloigné du nazisme. Il a été policier à la Kripo, donc à la police criminelle de Berlin. Voilà, donc on connaît ce mec dans sa quarantaine, en pleine guerre, à Sarajevo, et puis après ailleurs, etc. On le découvre comme il est en tant qu'homme adulte, mature. Là, en fait, on est à la fin de la Première Guerre mondiale, donc on est en 1918, et on est dans les tranchées, côté allemand. Les belligérants, eux, sont épuisés, ils ont épuisé leurs forces, leurs hommes, leurs réserves, leur matériel, bref, tout le monde est laminé. Le front n'épargne absolument pas personne, surtout pas un jeune lieutenant de 20 ans, tout juste, qui s'appelle Gregor Reinhardt, donc,
qui mène ses hommes avec droiture, avec justesse, il les protège. Il est un peu naïf, mais bon, il a 20 ans. Ce, malgré toutes les batailles auxquelles il a assisté jusqu'à présent, parce que ça fait un moment qu'il est sur le champ de bataille. Et un jour, un de ses soldats, qui est presque un copain, ou un ami, puisqu'ils étaient ensemble sur le front de l'Est, meurt dans une explosion lors d'une réunion secrète. Alors, le but est de savoir qui était présent, pourquoi et sur quel sujet tous ces gens étaient rassemblés, surtout qu'en plus, c'était quand même pas du menu frottin. Et le danger, on sent assez vite que ça rôde ici et là, et pas toujours à cause du cas d'en face, ni des tranchées d'en face. Voilà. Et Gregor Reinhardt montre, dans cette enquête menée contre l'avis de ses supérieurs, toutes les futures aptitudes et le caractère trempé droit dans ses bottes, mais assez tendre quand même, que nous, on connaît, comme on le connaît quand on a commencé la trilogie, en tous les cas, quand il est adulte. Et il prend l'enquête vraiment à bras-le-corps. Il se met véritablement en danger plusieurs fois. Et tout ça, c'est à cause de son désir de vérité, qui lui fait prendre des risques un peu trop grands pour ce jeune homme, déjà, lui, en proie à des regrets de tout ordre. Alors lui, voilà. Et au cours d'un raid dans les tranchées adverses, dans les tranchées françaises, il va découvrir l'usurpation d'identité de soldats de la Russie impériale, et il va démêler les fils de certains complots au sein de l'état-major français, mais aussi allemand. Et alors là, ça va être l'accumulation des morts autour de lui, et beaucoup trop pour être pris pour un acte de guerre, et pas assez pour trouver un coupable. Et donc, il va se retrouver au milieu des corps mutilés, des âmes brisées, et lui, il fonce au milieu, au risque de se prendre 2 obus, de finir avec avoir l'obusite, comme on disait en français. L'enquête est longue, laborieuse, elle mêle, elle démêle, elle emmêle les fils, actionnés par tous les protagonistes, et Dieu seul sait qu'il y a pas mal de protagonistes, et ça vous donne tout de suite une impression de vertige, de faux semblants, de contre-vérité tout au long du roman. Notamment, on n'épargne absolument pas le personnage de Reinhardt, et honnêtement, il s'en prend un peu plein la gueule de temps en temps. Mais alors, malgré le nombre de personnages qui rentrent, qui sortent, j'ai été littéralement plongée, happée dans cette enquête tordue, dans ces rapports entre militaires assez étranges, dans cette fin de guerre âpre, mais tant entendu comme victorieuse d'un côté comme de l'autre de la ligne, hein, on rappelle. Et je vous renvoie à mon podcast sur le traité de Versailles pour expliquer que effectivement c'est une armistice, donc ça veut dire que certains ont pensé qu'ils n'avaient pas perdu, voilà. Et que tous ces hommes qui sont abrutis par les canons, qui sont éreintés par les assauts désespérés, parce que je vous rappelle, on est à la fin de la guerre, ça fait 4 ans qu'ils s'en prennent plein la tronche, et que en gros, perdu pour adieu, certains font n'importe quoi, et qu'en plus il y a les manigances politiques par-dessus qui se greffent, et donc il y a des contextes géopolitiques de 1918 qui arrivent. Par-dessus la cocotte minute, vous avez la révolution bolchevique, l'antisémitisme latent qui se remet, puis il y a la peur, il y a la maladie dans les tranchées, il y a la haine de l'autre, il y a la haine de celui d'à côté qui est même de la nationalité que toi, mais que tu peux pas blairer. Et en plus, tout ça, c'est tout mélangé, mais c'est écrit vraiment bien foutu. Il y a des dialogues, il y a des longs passages, il y a de la tension, il y a des sentiments, il y a du suspense. Et tout ça, ça nous permet de découvrir ce jeune et sémillant Gregor Reinhardt, qui est quand même l'un des personnages dont on peut tomber amoureux, oh bah si quand même, et qui fait comprendre en fait que, comme je vous disais, l'homme que nous on connaît en 43, qu'on apprécie déjà beaucoup, bah là on l'apprécie encore plus. Voilà. Et c'est vraiment un début, entre guillemets, un préquel de saga qui est hautement excellent. Et moi, je vous le dis tout de suite, je vous le conseille vraiment parce que j'ai lu donc les 4 maintenant.
qui existe. Je vous conseille vraiment de le lire selon l'ordre d'apparition fait par l'auteur. On est des auteurs, des romanciers. Si on écrit nos romans et qu'on les publie dans cet ordre, c'est qu'il y a une justification pour nous. Hein. Voilà. Alors, je dis ça, honnêtement, moi j'ai dévoré les 600 pages et quelques, plus 700, presque 700. Bref, les plus de 600 pages de livres avec délectation. J'ai vraiment adoré ce roman, ça s'appelle Conspiration de Luke Macalin, et je vous le dis, je vous conseille, lisez-les dans l'ordre de parution, vraiment. Et c'est vraiment fait exprès qu'il a mis ce livre-là à la 4e place. Voilà. Je sais parce que moi j'ai le même problème avec mon triptyque, qui ne sera pas longtemps un triptyque, mais qui est mon triptyque à l'instant. Très souvent les gens me disent dans quel ordre je le lis. Alors je n'ose pas leur imposer parce que des fois, j'aime pas trop parce que les gens partent avec le principe en disant « Moi, j'ai envie de lire, par exemple, je sais pas, La chute de Yann, et tu me conseilles de le lire avant ou après ?» Et à chaque fois, je réponds « Tu le lis comme tu veux, mais simplement, il y a une ordre de parution. » Voilà. Si j'ai mis Karenina Embrera et La chute de Yann, c'est pas pour rien. Pour moi, parce que c'est ma logique à moi, c'est ma logique d'auteur de... Voilà, c'est pas une trilogie, ça peut se lire indépendant, vous pouvez très bien en lire un sans en lire les autres. C'est pas une saga comme celle-là. Mais si l'auteur a décidé que c'était comme ça, très souvent c'est parce qu'il a une idée. Voilà, il a une idée de ce que vous pourriez découvrir et comment vous accrocher et vous surprendre. Sinon, on sortirait un peu comme on veut. Voilà, il aurait sorti en premier celui-là pour continuer après. Non, mais non, il l'a fait exprès. Voilà. Donc franchement, Conspiration de Luke Macalin. Si vous avez aimé les 3 premiers, vous adorerez celui-là. Si vous n'avez pas aimé ou que vous ne connaissez pas les 3 premiers, commencez par les 3 premiers. Voilà. Autre livre, et là on passe au livre d'histoire. Voilà. Alors, ça s'appelle Marie-Antoinette et le comte de Fersen, correspondance secrète de Eveline Farr. C'est un livre que j'ai eu pour 3 francs 6 sous, mais que je voulais lire quand il est sorti. Alors, tout le monde connaît Axel de Fersen, le comte suédois, et sa relation intime, plus ou moins, avec Marie-Antoinette. Ils sont nés la même année, en 1755. Ils sont tout jeunes quand ils se croisent pour la première fois. Elle est juste dauphine, Marie-Antoinette. Et puis, il va partir aux Amériques. Ils vont renouer quand il revient, en 1783. Et entre-temps, il y a des lettres. Voilà, il y a des lettres à la dauphine. Et puis après, quand elle devient reine, à la reine. Mais il y a aussi des lettres à une certaine Joséphine. Parce que leurs échanges ont été répertoriés. Ils ont répertorié sur des listings leurs lettres. Et même si quasiment 70% de leur correspondance a été perdue, ce qui est conséquent, eh bien, il y a des repères. Voilà. Alors, au départ, c'est des lettres entre 2 personnes à la cour. Voilà. 2 jeunes gens qui se rencontrent à la cour, qui parlent de choses qui les intéressent, etc. Et puis, assez vite, ils cryptent leurs lettres, alors que ça soit en blanc à l'encre invisible ou après, alors là, double chiffré. Si vous n'avez pas le code, vous êtes dans la merde. Doubles enveloppes, les noms de code, d'où le fameux Joséphine, des sceaux secrets. D'ailleurs, Marie-Antoinette va reprendre le blason des Fersen avec une petite variation sur le blason, mais on voit bien que c'est, quand on voit les choses, on voit bien que c'est fait exprès. Il y a les intermédiaires, etc. Tout ça saupoudré par des lettres de leurs intimes, notamment beaucoup de lettres de la sœur de Axel de Fersen, donc Sophie, etc. Alors, on le sait, Marie-Antoinette, c'est pas une noix blanche. Enfin, en tous les cas, quand elle est arrivée à la cour, c'était une jeune fille... elle était toute jeune, voilà. Mais elle a un cerveau et elle a surtout un cœur. Elle est loin d'être celle que l'on a décrite comme frivole, etc. Elle a été mariée à Louis XVI, qui n'était pas plus vieux qu'elle, je veux dire, mais qui n'était pas non plus le plus ardent, ni le plus romantique des hommes. Voilà. Elle était là, ils étaient mariés parce que c'était une alliance, alors il n'a jamais été désagréable avec elle, elle n'a jamais été désagréable avec lui. Je pense qu'ils se sont aimés sincèrement comme un mari et une femme qui sont mariés en gros sur un contrat. Mais elle attendait sûrement beaucoup plus que ça, et évidemment elle va s'attacher à ce fougueux
mais particulièrement discret, modeste. Alors modeste, j'ai une réserve sur la modestie du gars, mais voilà, le comte de Fersen, bah, c'était un joli garçon, c'était un garçon qui était fougueux, qui partait aux Amériques, qui s'est battu, qui a fait plein de trucs, et qui aimait sensiblement les mêmes choses qu'elle. Ils avaient à peu près le même âge, et bah, visiblement, entre eux, ça collait. Voilà. Donc ils se sont aimés, mais comment et jusqu'à où, bah, voilà. Alors la première partie de ce livre est très détaillée. Et je vais vous le dire tout de suite, si vous aimez pas l'histoire, si vous aimez pas cette période, c'est laborieux. Vraiment, c'est très très laborieux parce que c'est rempli. Enfin, ça explique les montages pour comprendre les secrets dans les lettres. Dans les pages, il y a des pages et des pages et des pages d'explications sur le codage. Il y a des pages et des pages d'explications sur quel est le contexte d'écriture. Evelyne Farr fait des suppositions parce qu'on n'a pas toute la correspondance, je rappelle, il y en a 70 qui sont passés à la trappe, dont pas mal qui ont été plus qu'encodés, c'est-à-dire que Fersen, après la mort de la reine, de ses correspondances, a carrément raturé des feuilles entières. Voilà, des phrases entières. Alors maintenant, avec la science, on arrive à découvrir, et d'ailleurs, il y a sûrement un livre qui va sortir un jour, avec la possibilité, maintenant qu'on a de lire sous les ratures, donc on va pouvoir recoder. En plus, on a trouvé certains codes. Bref, il y a beaucoup de codes d'historiens qui ont travaillé sur les codes qui ont été utilisés par Marie-Antoinette et Fersen. Et donc, forcément, on va pouvoir décoder tout ça. Donc, il y a un livre, je pense, qui va arriver là-dessus. Mais alors, elle fait beaucoup trop de suppositions, même beaucoup trop à mon goût. Faut quand même le dire, là, vraiment. Et tout ça dans la première partie, avant même d'atteindre la correspondance. Le truc, c'est presque la moitié du livre. Je rappelle que la correspondance est incomplète, et donc elle est encore sujette à interprétation, parce qu'ils ont utilisé des codes d'une complexité pour l'époque, mais on se demande encore comment ils pouvaient faire. Surtout, et on le comprend, pour ne pas laisser une seule porte ouverte à tous les détracteurs de Marie-Antoinette qu'elle avait à la cour, à tous les détracteurs que Fersen avait aussi, parce que, bah oui, évidemment, il gravite un peu trop, il avait beaucoup trop de passe-droit envers la reine. En plus, il a logé très longtemps dans le cabinet privé de la reine. Je vais vous dire bonjour les rumeurs, c'était pas la peine d'avoir des journaux à sensation ni des réseaux sociaux à l'époque, vous aviez la cour. Ah bah si, ça a marché de tout temps, mes pauvres amis. Et comme on connaissait pas trop leur code et leur chiffrage, en fait, Elisabeth Farr extrapole. Et elle propose une version assez personnelle des sous-entendus de tel et tel ambassadeur, de tel et tel intermédiaire qui ont parlé des relations qu'ils ont vues, des regards en coin, des petites attentions, des choses qu'ils ont pu transbahuter, c'est-à-dire une lettre de Fersen à la reine qui est passée par un ambassadeur ou un intermédiaire, donc ils ont extrapolé certaines choses. Et elle extrapole aussi beaucoup. Alors oui, bien sûr, oui. Alors oui, on est d'accord. Quand vous lisez, oui, ils se sont aimés. Voilà, c'est point à la ligne. Alors qu'il ait eu, ça c'est une autre idée. Mais qu'il ait eu, c'est pour ça que je vous parlais modestie moyen. Qu'il ait eu une attirance fulgurante et un amour immodéré pour Marie-Antoinette, il a été quand même assez fou pour fomenter la fuite à Varennes, pour essayer de la sortir de tous les endroits où elle était. Donc, qu'il ait follement aimé, soit. Après qu'il se soit plus ou moins bien intégré là-dedans, en se disant que peut-être en étant l'amant de la reine, il pourrait obtenir certaines choses qu'il a obtenues. Il a obtenu des grades et des qualifications qu'il n'aurait peut-être pas obtenues sans son intervention à elle. Mais bon, après, on est bien d'accord. Mais inutile de dire que c'est vrai que parmi toutes les preuves qu'il a pu faire et les choses qu'il a pu faire, il a forcément aimé Marie-Antoinette. Qu'elle l'ait aimé beaucoup plus que lui, il l'a aimé. Ceci est un vaste sujet, on n'était pas entre leurs murs. Voilà. Parce que
il y a quand même des correspondances et quand même des choses où vous vous dites qu'il a menti ça et là pour couvrir sa relation avec elle. Mais s'il est capable de mentir aux autres dans ses écrits, euh, il ment pour détourner l'attention. Et d'ailleurs, très régulièrement, y compris à sa sœur, il dit des choses voilà, qui sont fausses. Alors, est-ce qu'il le dit pour protéger complètement Marie-Antoinette, lui, sa famille, ses amis, etc. Enfin, sa famille à elle, ses enfants, etc., auxquels elle tient beaucoup. Euh, ou il peut mentir aussi à Marie-Antoinette, ça c'est une autre question, hein, on est bien d'accord. Alors, est-ce qu'il a aimé Marie-Antoinette pour elle, pour ce qu'elle était, elle, la jeune femme, ou tout simplement parce qu'elle était la dauphine et la reine de France? Voilà, ça, on ne le saura jamais, hein. Ou alors un jour on va découvrir une lettre au fin fond d'un grenier euh, et qui va nous éclairer là-dessus. Voilà, donc reste quand même, et il faut l'avouer, les restes et les marques très romanesques qu'il y a eu entre eux, de leurs écrits, du fait qu'ils se déclaraient qu'ils s'aimaient plus que tout et qu'ils s'aimeraient jusqu'à la mort, etc., et qu'ils resteraient fidèles jusqu'à la mort. Moyen pour faire ça, mais voilà. Bon, elle est morte, hein, donc voilà. Et puis, il y a des marques assez mignons. Ils avaient quand même une signature qui voulait dire, enfin, en tous les cas, quand on regardait, ça faisait AMA. Bon, bah, ça fait 2 M et un 2 A et un M. En gros, ça fait Axel M Marie-Antoinette. On est bien d'accord, voilà. AMA, M aussi pour la traduction. Donc, il y a quand même ces marques-là. Et puis, il y a la fameuse bague que l'on retrouve sur une peinture officielle de Marie-Antoinette, sur un portrait de la reine, le fameux blason des Fersen détourné par Marie-Antoinette, où elle porte quand même cette bague sur un portrait officiel en tant que reine de France. Voilà, vous portez pas un tel bijou avec le blason d'un mec qui n'est pas votre mec. En gros, on est bien d'accord sur la question. Non, mais c'est vrai, voilà. Donc, non, mais, donc honnêtement, la correspondance n'apporte pas de réponse claire sur leurs histoires, mais c'est vrai que c'est très agréable de lire leur correspondance, parce que on n'écrit plus des lettres d'amour comme ça, très peu. Voilà. Mais moi, ce qui m'a gêné, c'est quand même, alors, il y a un point, très, 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 très gros point négatif sur ce truc, sur ce livre-là, c'est que l'auteur commente l'histoire selon ses propres impressions. Et vous savez que ça, moi, ça me fait monter pardon, j'ai touché le micro. Ça me fait monter au plafond, ce genre de truc, parce que, selon ses propres expressions, elle peut influencer un lecteur qui n'y connaît rien, et surtout pas en histoire de France, on est bien d'accord. Alors nous, entre guillemets, nous, je parle de nous, les francophones, ceux qui avons eu des cours de France d'histoire, plus ou moins, hein, on va pas être trop influençable pour certaines choses. Par contre, si vous connaissez pas trop ou si vous êtes étranger, ça peut vous influencer. C'est-à-dire que, clairement, à un moment donné, mais alors plus que clairement, c'est carrément noir sur blanc qu'elle nous le sort, elle nous dit le futur Louis XVII. Voilà. Le pauvre garçon qui est mort à la prison du Temple comme une merde, hein. Alors, il y a des suppositions qu'il n'est pas vraiment mort, mais enfin, ils l'ont laissé crever de faim, ce gosse, hein. Il faut quand même se rappeler à la Révolution, c'est pour ça que c'est une période qui me plaît, mais qui me révulse à la fois. C'est que on a eu de la chance d'avoir cette Révolution française, parce que nous sommes en République démocratique, laïque, je rappelle. Et démocratique, oui, nous sommes un pays démocratique, et nous sommes laïques, et nous sommes libres, et nous avons une République grâce à la Révolution française. On a obtenu des droits de l'homme et les droits du citoyen et tout ce que vous voulez, donc on ne serait pas là si on n'avait pas eu ça. De l'autre côté, ils ont laissé crever des gens. Enfin, ils ont déjà décapité des gens qui auraient pu ne pas être décapités, on est bien d'accord sur la question, mais ils ont quand même laissé, si on s'en réfère à l'histoire et pas aux supputations, et pour l'instant on n'a pas de preuves matérielles qu'il ait survécu, ils ont quand même laissé mourir de faim un enfant, sous prétexte qu'il était le dauphin de France. Voilà.
sans sa mère. Ils l'ont arraché à sa mère, qui, pauvre d'elle, avait quand même un cancer de l'utérus, puisque ça a été avéré, hein, donc, et qui avait déjà subi la peur, la mort du roi, de son mari, la destitution, la honte lors du procès, et on lui arrache ses gosses, excusez-moi du peu, tout va bien, et en plus, voilà, elle meurt, non seulement sur l'échafaud, et lui, il crève comme une merde, et ils l'ont laissé, oui, ils l'ont maltraité, les geôliers l'ont maltraité, l'ont roué de coups régulièrement, l'ont affamé pour le laisser mourir de faim. Donc, inutile de vous dire que ça n'est jamais passé chez moi. Et donc, ce fameux Louis XVII, qui aurait dû être, donc Louis XVII, le dauphin de France, je rappelle que c'était le deuxième, hein, c'est-à-dire que le premier dauphin, le vrai dauphin, était mort quelques années auparavant, donc c'est lui qui n'aurait jamais dû régner, il était en tête de liste, donc c'est lui qui a pris les pots cassés. Clairement, l'écrivaine nous sort que c'est le fils de Fersen. Voilà. Et pour cela, elle nous met des médaillons de la famille Fersen en parallèle avec le portrait officiel du dauphin. C'est dit noir sur blanc, hein, voilà, elle nous dit, oui, alors Fersen venait à la cour, repartait, tiens, c'est marrant, il y avait des fausses couches de Marie-Antoinette à ce moment-là, mais elle apporte pas de preuves formelles, c'est une interprétation parmi beaucoup d'autres. Alors oui, c'est Léon de la cour qui l'a détestée, cette reine, qui détestait cette femme libre, qui en fait ne voulait absolument pas être l'attention, même si c'était son rôle, mais elle voulait être tranquille. Alors oui, elle était dépensière, oui, elle était princesse, je rappelle qu'elle était quand même princesse à la base, alors oui, elle a eu une éducation de princesse, oui, elle avait des exigences de princesse, alors peut-être que ça va au débecte, mais c'était comme ça à l'époque. Alors oui, elle a sûrement dépensé beaucoup trop d'argent à l'époque, mais de là à la décapiter et à l'insulter, à dire que c'était une pute, on va quand même un peu trop loin, voilà. Reste que c'est quand même la reine de France, enfin une des reines de France, dont je rappelle le destin a été quand même assez affreux et qui a rien été épargné parce qu'elle a perdu quand même des enfants. On lui a arraché le premier dauphin, le deuxième dauphin, excusez-moi du peu, tout va bien. Voilà, donc honnêtement, c'est un livre qui autant est très agréable quand vous lisez la correspondance, et vous faites votre propre opinion. Autant toutes les supputations, ça m'a un peu irritée, voire foncièrement gonflée. Et j'attends vraiment que le livre qui sortira un jour pour montrer le dessous des caviardages des deux jeunes gens qui ont pu être comblés grâce aux nouvelles technologies scientifiques. Parce que ça apportera un autre éclairage sur l'histoire, alors très romanesque et qui fait rêver beaucoup de monde, qui en tous les cas fait soupirer depuis quand même plus de 2 siècles, l'histoire de Axel de Fersen et de Marie-Antoinette. Ça a donné lieu à des films, à des séries, à tout ce que vous voulez. Restent les écrits. Voilà, les quelques lettres qui nous sont revenues, les quelques courriers qu'il a adressés à sa sœur, machin, etc. Il y a un amour dessous qu'on ne peut pas contester. Après que ça a été intéressé ou pas, on s'en fout. En tous les cas, il a tout fait pour la sauver. Voilà, alors qu'il l'ait sauvée parce qu'il voulait se taper la reine de France et qu'il voulait en tirer un avantage, ou il voulait la sauver uniquement parce qu'elle était juste Marie-Antoinette et qu'il était juste amoureux d'elle, bah écoutez, il appelle quand même Joséphine, donc il y avait quand même une complicité entre eux. Et elle aussi, hein, voilà, donc allez voir quand même le portrait où elle porte le blason modifié de les Fersen, c'est quand même fort pour une reine de France d'afficher son amour pour quelqu'un d'autre sur un portrait officiel, mais ça prouve quand même que la demoiselle avait quand même beaucoup de sentiments pour le garçon, qui était fort beau, hein, jeune, elle était fort jolie quand même pour l'époque, hein, je rappelle, pour truc, donc ils avaient le même âge, donc on peut imaginer un coup de foudre entre deux jeunes gens qui n'étaient pas à leur place et qui n'auraient pas voulu être à celle-là de place, voilà. Reste, je vous dis, le gros écueil, c'est que tout est interprété à la sauce de l'auteur et qu'elle apporte pas de preuves et que moi ça m'a vraiment beaucoup gêné qu'on extrapole sur ça, voilà. Mais libre à vous. Et puis alors la première partie laborieuse sur le codage, hein. Compliqué.
Et enfin, avant-dernière pièce de théâtre lue, Les Troyennes d'Euripide. Merci encore à celles qui ont survécu à Euripide. Alors, les Troyennes, ça raconte l'histoire des femmes troyennes, hein, comme Écube, qui est la veuve de Priam, et Andromaque, qui est la veuve d'Hector, et aussi de Cassandre, hein, avant leur exil. Ces femmes maudissent forcément la belle Hélène, hein, qui fait tout pour sauver sa peau près de Ménélas. C'est forcément tragique, on connaît l'histoire, mais le texte est vraiment très beau, très poignant. Moi, mon personnage préféré, c'est toujours Talbibios, parce que, qui est le messager des Grecs. Hein. Voilà, parce qu'on peut... il y a beaucoup de choses, on ne peut cependant pas laisser voir sa compassion, enfin, il ne peut pas laisser voir sa compassion face aux femmes, par exemple, lors de la condamnation à mort du fils d'Hector, mais il a quelque chose, voilà. Et c'est une tragédie qui qui clôture à sa façon la guerre de Troie, mais surtout qui illustre la cruauté des vainqueurs, blâmés par les dieux eux-mêmes dès l'ouverture de la pièce, que ce soit Poséidon ou Athéna. Franchement, c'est une pièce que j'avais pas relue et que je trouve très actuelle encore. Voilà. Donc c'est très étonnant, mais c'est comme ça. Prochaine pièce, la pièce du mois prochain, c'est la dernière, et c'est Lorenzaccio, qui est aussi très moderne désormais, vu les conflits actuels sur tous les continents. Voilà, Lorenzaccio, ça va vous aider, de Musset. Donc voilà, ça c'était mon point lecture de novembre. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop décousu, parce que mon cerveau est encore un peu brumeux. Et que j'ai essayé de vous donner le goût à certains livres, et que, écoutez, je vous invite à faire votre propre opinion pour ceux que je n'ai pas trop aimés, dont je l'avis partagée. Et puis dites-moi si vous faites team Axel de Fersen et Marie-Antoinette, si vous avez lu celui-là, ou si vous en avez lu d'autres, voilà, ou si vous avez lu le Macalin. Si l'empereur blanc c'est votre cam, si la part du démon vous l'adorez, surkiffé, suraimé, surélevé partout, et que je suis une grosse daube de ne pas l'avoir aimé, voilà, non mais vous avez le droit de dire ce que vous voulez dans les commentaires, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous avez envie de dire, toujours avec politesse, mais je vous connais mes fidèles abonnés, vous êtes gentils, bienveillants, et même quand je suis enrhumée et complètement à l'ouest, vous êtes gentils avec moi. Donc désolé encore que ce ne soit pas visuel avec ma tronche, mais bon, mais là non, c'est pas possible. Puis en plus visuellement, avoir un mouchoir au nez toutes les 30 secondes chrono, me moucher, là j'ai pas toussé, mais ça ne saurait tarder, parce que quelquefois je prends des cannes de toux. Je peux vous assurer que c'est folklorique, hein. J'ai l'impression que les poumons se décollent, moi, donc voilà. Donc non, voilà, je vous ai épargné ça. Je suis désolée. Voilà, donc écoutez, de toute façon, vous aurez pas mal de vidéos de visu à la fin de l'année, parce que les bilans, livresques, les points de 10, les machins, comme ça, je vais en faire, et je les ferai de visu, donc vous aurez forcément ma tronche. Et puis je vous dis, j'espère d'ici 2, 3, 4 jours faire un live à 20h. Je resterai peut-être pas jusqu'à 23h, des fois on reste 2h, 2h30, je reste peut-être pas 2h30, mais j'essayerai de rester au moins 1h30 pour vous montrer au moins ma couverture et vous dire ce que je vais lire l'année prochaine, enfin ce que je voudrais faire. Si vous voulez vous raccrocher à moi pour faire des lectures entre guillemets communes, vous savez comment j'organise ça, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, si vous voulez qu'on monte un groupe pour ces trucs-là, moi, ça sera avec grand plaisir. Et vous dire les thématiques, je vous les dédie, mais voilà, il y aura des thématiques. Et peut-être que vous me donnerez dans le chat des thématiques après. Et donc, ça serait pas mal aussi de faire ça. Donc, n'hésitez pas. Et puis, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. On se retrouve pour prochaine vidéo. Ça va être le traité de Versailles, parce que celle-là sortira sûrement... elle va sortir là dans la matinée. Donc, la prochaine, c'est le traité de Versailles. Voilà, bisous, d'ici là, bisous, à bientôt et merci de votre...